Ok, donc bonjour à toutes et tous. Vous m'entendez en... Non, ça va. Donc bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire du 30 avril organisé par le C9DES sur comment mobiliser les parties prenantes, le dialogue entre parties prenantes dans le cadre d'une démarche RSE. Donc au préalable, les quelques règles d'usage. Donc le webinaire est en cours d'enregistrement. Vous avez la main sur vos caméras et micros. Ces derniers ont été volontairement coupés. Et donc, si vous souhaitez poser une question, on va dédier un temps à la fin du webinaire, 10 minutes, un quart d'heure, pour que vous puissiez poser vos questions en live. Le replay et le support de communication vous seront directement envoyés dans vos boîtes mail à la fin de la semaine, à peu près. Et donc, fin janvier, vous avez été destinataire d'une série de livrables sur la RSE. Donc, ça a été directement envoyé dans vos boîtes mail par le CNOFDES. Et cette série de livrables s'inscrit dans le projet EDEC Transformation, où je rappelle, ce sont les partenaires sociaux de la branche professionnelle des OF, la DGEFP et ACTO qui financent cet EDEC. Et un des axes principaux, c'est outiller les organismes de formation de la branche sur des outils RSE. Donc ces outils sont des outils pratiques à l'usage des dirigeants et salariés des organismes de formation qui souhaitent mettre en place ou valoriser ou développer une démarche de responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations. Donc ces outils visent à faciliter l'intégration des principes de la RSE dans l'activité quotidienne et sont aussi des moyens concrets pour passer à l'action. Donc pour rappel, la série de livrables, donc il y avait une infographie qui donne quelques chiffres sur la RSE dans le secteur des organismes de formation, un outil d'autodiagnostic, un guide pratique pour se lancer dans la démarche, un référentiel RSE adapté à la branche professionnelle des organismes de formation et une charte d'engagement. Donc le webinaire que vous avez proposé aujourd'hui, on vise à faire une focale sur un des aspects fondamentaux de la démarche RSE, à savoir comment mobiliser les parties prenantes. Donc pour cela, je vous présente notre intervenante, Juliette Michel, de Nicomac, qui est organisme de formation spécialisé dans les questions relatives à la RSE, et également organisme de formation adhérent du CNOFDES. Juliette, je vous laisse la main. Super, merci beaucoup Hélène. Bonjour à tous, je vais vous partager mon écran et puis on va démarrer avec ce petit webinaire. C'est OK, vous voyez mon écran? Oui. Oui, OK. Et ben on est parti. Et donc comme disait Hélène, on prendra un temps à la fin, 10-15 minutes, pour que je puisse répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à noter au fur et à mesure aussi vos questions. Donc, on a intitulé ce webinaire vers une RSE partagée, mieux dialoguer pour mieux s'engager. Donc, on va faire un focus là pendant une petite heure sur la question des parties prenantes dans le cadre d'une démarche RSE. Vous allez voir, c'est un des éléments fondamentaux, en tout cas, quand on met en place une démarche RSE. Donc, je vais vous partager un petit peu la méthode, nous, qu'on peut à la fois proposer à nos clients quand on les accompagne, notamment en mission de conseil, puisqu'on est à la fois organisme de formation et on fait aussi plutôt de l'accompagnement. Et puis également, c'est une méthode qu'on s'applique, nous, en interne en tant qu'organisme de formation. Donc, je pourrais aussi vous donner, vous partager, nous, la méthode qu'on peut, enfin voilà, comment est-ce qu'on s'approprie aussi cette méthode, nous, sur un organisme. Aujourd'hui, on est une petite trentaine. Voilà. Ce que je vous propose de faire rapidement dans le chat, et puis je me présente en même temps, j'ai envie de vous proposer une petite inclusion pour que ce soit un petit peu participatif pour vous. Et même si pour l'instant je ne vous ai pas encore présenté qu'est-ce que c'est une partie prenante, de votre point de vue, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, je vous propose dans le chat de citer une partie prenante de votre organisation. Selon vous, une personne qui pourrait être une partie prenante de votre organisation. Je vous laisse une petite minute pour, dans le chat, donner une idée de partie prenante qui pourrait être en lien avec votre organisation. Je sais pas, je vois pas le chat, mais si ça arrive. Ok, stagiaire, ouais, carrément. Ça peut être une partie prenante. Tout à fait. L'équipe administrative, ok, ouais, trop bien. Il y a d'autres idées. Je vois pas le chat, donc je vois les messages qui s'affichent, qui pop-up, mais
Vous voyez pas le chat? Non, ça doit pas charger, mais c'est pas grave. Ou alors parce que vous partagez peut-être un document. Nous, on le Peut-être, voit, je hein. sais pas. Est-ce qu'il y a eu d'autres réponses, du coup, juste... Fournisseur prestataire, Ouais, fournisseur. Ok. financeur, mon conseil Ouais. d'administration, Ok. employé, Trop les bien. Ok. apprenants, Ok. Bon, nickel. Vous voyez déjà un panel de parties prenantes qui vont les finalement entreprises. graviter voilà, autour de notre organisation. Je vais revenir dessus très rapidement. Je me présente rapidement. Donc, Juliette Michel, je suis consultante formatrice donc, chez Nicoma, comme disait Hélène. Je suis aussi en charge des ressources humaines. Donc, Nicoma, comme je le disais, on a un organisme de formation et également un cabinet de conseil. On intervient sur plusieurs thématiques, à la fois la thématique de la RSE, mais aussi des choses autour du management et de la diversité. Donc aujourd'hui, on voit très bien qu'on peut faire des liens aussi et des ponts entre les thématiques, notamment RSE, management, diversité. Mais aujourd'hui, voilà, on va faire un focus plus particulier sur la partie RSE. Pour commencer, je voulais vous réintroduire un petit peu la notion et notamment la vision qu'on a aujourd'hui de la RSE et vous reproposer, vous repartager finalement une définition de qu'est-ce que c'est la RSE. Je voulais notamment dans un premier temps vous remontrer notamment le lien, vous montrer le lien entre le développement durable et la RSE. Vous avez dans la vision globale du développement durable qui va être le pendant finalement, enfin la RSE plutôt, qui va être le pendant du développement durable au niveau de l'entreprise. Donc on applique les principes du développement durable au niveau de l'entreprise. Dans la conception que j'ai envie de vous partager, qu'on connaît aujourd'hui, on a notamment la vision de trois cercles, trois piliers du développement durable et qui seront les mêmes, trois piliers de la RSE, qu'on représente souvent sous cette forme du pilier économique, du pilier environnemental et du pilier social. Et puis au centre finalement de ces trois piliers, on trouve soit le développement durable si on parle au niveau des individus, ou la RSE si on parle au niveau de l'entreprise, de l'organisation. Donc on a voilà, le développement durable et la RSE au milieu de ça. Je voulais vous proposer une autre vision qui me semble importante. On a aujourd'hui, en lien avec toutes les questions, notamment de transition écologique, des enjeux à repenser nos modèles aussi d'entreprise, notamment parce que aujourd'hui, ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut voir, c'est que le pilier économique est plus prépondérant que le pilier social et environnemental. Et donc, je voulais vous proposer une autre vision de ce que pourrait être le développement durable et la RSE, avant de parler des parties prenantes, qui est cette vision-là en se disant que l'économie finalement, donc notre entreprise, le business, en tout cas voilà, le business qu'on va pouvoir faire, va découler finalement des volets sociaux et des volets environnementaux. Et je trouve que ça va nous permettre de bien faire le lien aussi avec pourquoi c'est important d'aller dialoguer, d'aller interroger ces parties prenantes pour voir au-delà de faire, j'ai envie de dire, du business, notre entreprise, effectivement, elle est là pour en partie faire du business, mais d'un autre côté, elle va être potentiellement là aussi pour avoir un impact social et un impact environnemental positif. Et donc, voilà, j'aime bien cette vision où on voit que finalement, tout est interdépendant et que potentiellement, sans le pilier environnemental et sans le pilier social, on va pas vraiment pouvoir faire société, en fait, finalement. On va avoir du mal à continuer. Je vous donne un exemple. Si notre organisme de formation je sais pas, au niveau social, on a des changements où toutes les entreprises décident de ne plus travailler, par exemple, sur la diversité. Derrière, finalement, au niveau économique, ça va avoir un impact pour nous si on fait des formations sur ce sujet-là. Donc voilà, donc on a un enjeu à venir, j'ai envie de dire, prendre soin et réfléchir à ce qu'on peut faire sur le pilier social et sur le pilier environnemental.
Pour vous redonner peut-être pour vous donner une définition de la RSE qui me semble importante à avoir en tête, donc je vous propose une définition qui est la responsabilité donc d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions. Donc on va voir que la RSE notamment ça se construit au niveau stratégique d'une organisation et qu'on va lier en fait la stratégie de l'organisation et la stratégie RSE, sans quoi en général ça ne marche pas bien. Et donc, c'est la responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et de ses activités sur la société, sur l'environnement, et qui se traduit notamment, je vais vous partager les principes de la RSE, qui se traduit notamment par un comportement qui est transparent et un comportement qui est éthique. Donc, le but derrière ça, c'est de contribuer au développement durable, notamment via la santé et le bien-être de la société, de prendre en compte les attentes de nos parties prenantes, donc ce qu'on va développer juste après, de venir respecter les lois en vigueur et toutes les normes internationales aussi qui existent sur la RSE. On n'abordera pas ce sujet, ça pourrait être l'objet d'un autre webinaire, mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même un cadre légal qui encadre la RSE, cadre légal qui aujourd'hui tend plus ou moins à se renforcer. Je pense notamment à la réglementation CSRD, voilà, qui concerne surtout des grosses entreprises, mais qui a pour potentiel objectif de venir d'avoir des seuils voilà, qui vont toucher progressivement des entreprises de taille un peu plus petite. Et puis, les principes aussi de la RSE, c'est de se dire que ça doit être intégré dans l'ensemble de l'organisation et mis en œuvre dans nos relations finalement également avec nos parties prenantes, donc que ce soit nos clients, nos salariés, nos employés notamment. Voilà un petit peu là-dessus. Sur les principes de la RSE, peut-être à avoir en tête que je vous repartage avant qu'on passe sur la partie prenante, différents principes, un principe notamment de redevabilité, où on doit, finalement, l'entreprise doit assumer, doit fournir des explications dans ses activités, notamment un principe de transparence, comme je vous le disais tout à l'heure, un principe de comportement éthique, et puis on retrouve aussi une notion de finalement, voilà, ce que je vous disais juste avant, on prend en compte les normes internationales de comportement, on respecte les droits de l'homme, on respecte les principes de l'égalité. Bref, on doit venir aussi communiquer derrière aussi sur nos démarches qu'on a mis en place et finalement les actions et comment on suit nos actions avec notamment des indicateurs. En tout cas, c'est voilà, si on veut une démarche RSE qui fonctionne bien, c'est des principes qui sont importants à avoir en tête. Donc voilà, c'était pour vous poser un petit peu le cadre de dans quoi s'inscrit la RSE de manière globale. Terme que vous pouvez aussi entendre, hein, RSO aussi également, qui fonctionne plutôt si on est sur une organisation publique. Je vais vous parler maintenant du concept des parties prenantes, puisque dans le cadre d'une démarche RSE, on vient notamment, enfin en tout cas cette terminologie a été introduite par Ed Freeman, dont je vais vous parler, et il met au centre ce concept de partie prenante. Pourquoi ce concept de partie prenante? Avant la RSE, donc voilà, la RSE, ça fait depuis les années vraiment 80 que ça commence vraiment à se développer, qu'on en entend parler. Et puis voilà, depuis les années 2000, les entreprises se saisissent de ce sujet-là, puisque initialement, on avait dit, c'est aux États de, euh, de mettre en place des actions pour limiter l'impact voilà, environnemental, avoir un impact social plutôt positif. Et avant, on avait même dit que c'était plutôt aux individus. Et là, on s'est rendu compte, on s'est dit, non, les entreprises ont aussi un rôle à jouer. Donc avant la RSE, finalement, donc il y avait notamment la théorie plutôt de Milton Friedman, donc attention, les noms sont un petit peu similaires, qui disait, en fait, le but d'une entreprise, c'est de faire du profit, et ce profit, c'est de le redistribuer aux actionnaires. Donc voilà, on a des actionnaires et on redistribue ce profit aux actionnaires. Avec la RSE et la théorie notamment des parties prenantes,
c'est la logique de on a une entreprise et notre entreprise elle va devoir répondre aux besoins de parties prenantes. Donc on va venir identifier nos parties prenantes et par la suite qu'est-ce que ça nous permettra? Ça nous permettra potentiellement en répondant aux besoins de nos parties prenantes de générer du profit que bien sûr on viendra aussi en partie ou en totalité reverser aux actionnaires. Donc, vous voyez, la vision évolue un petit peu avec le fait, on ne remet pas en cause hein, en question le fait de faire de l'argent et d'avoir ce pilier économique dont je vous parlais tout à l'heure, mais on repense finalement la façon de venir faire du business et donc en ayant cette logique de venir interroger nos parties prenantes pour connaître leurs enjeux, leurs besoins notamment. Donc voilà, donc vous avez les deux théories qui s'opposent un petit peu. Et aujourd'hui, hein, on voit encore, hein, pour le coup, que certaines organisations sont voilà, plutôt dans une logique où on fait du business, on pense on reverse aux actionnaires et c'est peut-être plutôt après d'ailleurs qu'on va, une fois qu'il nous reste peut-être du bénéfice ou voilà qu'on a reversé aux actionnaires, qu'on pense après la démarche RSE. Donc là, c'est plutôt la logique de le penser avant. C'est là où ça change aussi. Voilà, donc théorie des parties prenantes, notion de partie prenante. Voilà, ce que dit en tout cas dans son bouquin Ed Freeman notamment, c'est qui s'appelle Stakeholder Theory, c'est de venir répondre, en tout cas le but de l'entreprise, de l'organisation, c'est de répondre aux besoins de ses parties prenantes ce qui lui permettra de créer de la valeur. Je vous prends un exemple, une partie prenante, vous citiez par exemple dans le chat tout à l'heure un salarié typiquement. Un salarié en CDI, peut-être que son besoin, ça va être, je sais pas, un besoin de monter en compétence. Lui, il va attendre de l'entreprise peut-être qu'il monte en compétence. Une personne par exemple qui est plutôt alternante dans notre entreprise, elle va peut-être avoir un besoin différent qui est, je sais pas, qu'à la fin de son alternance, ou peut-être qu'elle est une proposition de poste. Vous voyez, donc on peut avoir des besoins qui vont être différents en fonction des parties prenantes. Une partie prenante, qu'est-ce que c'est? Donc une partie prenante, ça va représenter toute personne ou groupe de personnes qui va être impactée par l'activité de votre organisation ou qui pourrait elle-même avoir un impact sur cette entreprise en retour. Je reprends mon exemple du salarié qui est en CDI. Le salarié en CDI, on ne répond pas à son besoin, on ne lui propose pas par exemple de nouvelles formations. Voilà, je sais pas, sur 2, 3 ans. Si au bout d'un moment on lui propose jamais de formation et qu'il peut pas peut-être évoluer sur son poste, l'impact que cette personne peut avoir, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être qu'elle va décider de partir. Et donc pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, en tant qu'entreprise, il va falloir recruter, etc. Donc finalement, nous, on peut avoir un impact sur elle et elle peut avoir un impact sur nous également. On peut le tourner aussi hein, dans l'autre sens si, je sais pas, nous, on décide de se séparer, par exemple, de ce salarié. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est que en fonction des entreprises, on va pas avoir les mêmes parties prenantes parce que, je sais pas, moi je suis organisme de formation, par exemple, on travaille beaucoup avec la fonction publique. Peut-être que parmi vous, vous ne travaillez pas du tout avec la fonction publique, et on va pas avoir les mêmes parties prenantes, on va pas identifier les mêmes parties prenantes. Voilà, donc ce qui va être intéressant, c'est de faire ce travail d'identification de ces parties prenantes. Euh, Voilà, et puis pour finir un petit peu sur cette partie lien entre pourquoi la RSE va être liée à la stratégie, c'est de le voir hein, comme une opportunité et non une contrainte. C'est vrai qu'aujourd'hui, hein, dans les projets, notamment RSE qu'on peut mettre en place, en tout cas les actions RSE qu'on peut mettre en place, c'est des fois des projets des actions qui ont un coût hein, à court terme, mais qui, faut plutôt le voir à moyen terme, long terme, potentiellement vont rapporter en tout cas alors, de l'argent ou en tout cas vont amener peut-être plus de productivité. Je reprends mon salarié, je lui permets de suivre une formation, ça répond à son besoin, déjà peut-être il va rester dans l'entreprise, il va aussi peut-être monter en compétences et donc potentiellement sur son poste il va être plus autonome par exemple. Et donc, finalement, derrière, je viens travailler ma marque employeur et le côté, peut-être que le salarié reste aussi dans mon entreprise plus longtemps.
Donc, c'est de se dire comment, derrière ça, je mets en lien mes objectifs stratégiques, qui sont un peu business, donc potentiellement ce qui peut être défini par voilà, la direction, si on a une direction, en tout cas par voilà, les personnes qui vont prendre les décisions, les besoins des parties prenantes. Et en prenant ces deux éléments en compte, eh ben, on vient venir justement euh, travailler nos actions RSE. Ça va être un peu l'idée de comment est-ce qu'on va penser notre stratégie et notre plan d'action RSE derrière. Voilà un petit peu là-dessus. Je vais vous proposer maintenant de vous partager les étapes, en tout cas nous qu'on préconise pour la mise en place d'un dialogue partie prenante. Donc je vais pas détailler toutes les étapes parce qu'on a un temps imparti assez court, mais l'objectif c'est que vous puissiez repartir déjà avec les étapes clés du dialogue partie prenante. Dialogue partie prenante qui, soit on a déjà une démarche, soit au contraire on n'a pas de démarche, peuvent être des éléments qui viennent vraiment structurer vos actions RSE. Par exemple, si vous avez déjà une démarche, ça peut être intéressant de venir à un moment donné se dire, bah, ok, là, on a plein d'actions RSE qui partent un petit peu dans tous les sens, j'ai envie de dire. Et le dialogue partie prenante, en venant interroger nos parties prenantes, peut venir justement reclarifier et structurer notre démarche. Voilà. Donc, je vais vous partager 5 étapes. Je vais vous les afficher. Hop. Et ensuite, on va détailler quelques-unes. Donc, on va détailler les étapes 1, 2, 3, 4, assez voilà, dans le temps imparti qu'on a. Mais 5 étapes, en tout cas, nous qu'on préconise dans la mise en place d'un dialogue partie prenante, vous allez voir, c'est des étapes, bah, voilà, quand on est je sais pas, hein, quand on est un petit organisme de formation, une petite entreprise, bah, qui peuvent prendre du temps, donc il faut l'adapter pour le coup aussi à la taille hein, de votre structure. Autant que bah, voilà, autant que vous avez, et puis bah, aussi peut-être à l'ampleur de la démarche que vous voulez aussi donner à votre organisme, à votre organisation, sachant que bah, voilà, c'est une démarche, en tout cas un dialogue partie prenante, c'est quelque chose qu'on vient en général, nous par exemple à Nicomac, qu'on vient refaire par exemple chaque année, mais qu'on peut imaginer sur une période peut-être un peu plus longue, si on est une plus petite structure, sur 2, 3 ans, ça peut aussi fonctionner. Euh, je vous partage, on va rentrer un petit peu dans les différentes étapes. Donc, il va y avoir une première étape quand on met en place un dialogue qui va être d'identifier des enjeux. Enjeux qu'on va identifier à partir de référentiels. Donc ça va être la première étape, je la détaille juste après. Deuxième étape, étape importante, ça va être de venir identifier ces parties prenantes. Ça, vous le verrez, c'est quand on ne l'a jamais fait, c'est un travail qui peut prendre un peu de temps, mais une fois qu'on a identifié, je sais pas, en 2024, j'ai déjà identifié mes parties prenantes, bah, en 2025, quand je vais refaire mon dialogue partie prenante, bah, je vais reprendre les personnes que j'avais déjà identifiées l'année précédente en le mettant à jour, tout simplement. Hein, donc ça prendra moins de temps une fois que ça a été déjà fait une première année, par exemple. En troisième étape, je vais venir interroger mes parties prenantes. Donc, je vais vous donner quelques exemples de méthodes pour venir interroger vos parties prenantes au regard, vous le verrez, des enjeux qu'on a identifiés préalablement. Et puis, quatrième et cinquième étape, une fois qu'on a interrogé nos parties prenantes, on vient cartographier nos enjeux. Pourquoi est-ce qu'on vient cartographier nos enjeux? Tout simplement parce que on ne va pas pouvoir travailler sur tous nos enjeux. Donc, on a un besoin de venir prioriser ces enjeux en se disant, bah, je sais pas, typiquement à Nicomac, l'an dernier, on a priorisé, suite à l'interrogation de parties prenantes, on a priorisé 3 enjeux. Il me semble qu'il y avait sécurité au travail, il y avait quelque chose sur la montée en compétences des collaborateurs. Bah, en gros, c'est sur ces 2 enjeux qu'on a défini des actions RSE et qu'on a particulièrement travaillé là, enfin, en tout cas, qu'on a un plan d'action pour l'année 2025. Dernière étape, engager ses parties prenantes. Cette partie, donc en gros, on la verra pas là aujourd'hui, mais c'est de se dire, bah, du coup, une fois que j'ai interrogé, une fois que j'ai cartographié, comment je viens travailler et impliquer mes parties prenantes pour bah, aussi leur donner envie de travailler avec moi sur certains sujets qui peuvent être en lien avec la RSE. Voilà. Je vais détailler un petit peu du coup chacune des étapes. Je vais commencer par l'identification des enjeux en vous donnant quelques techniques pour venir identifier ces enjeux en matière, ces enjeux RSE. Donc enjeux, vous verrez, qui peuvent être aussi finalement des fois des enjeux qui sont quand même
stratégiques, hein. Je vous redonne l'exemple. Nous, on avait identifié un enjeu de qualité de vie au travail. Finalement, c'est un enjeu qui peut être à la fois RSE et à la fois enfin, stratégique. Donc, vous voyez qu'on a un lien fort finalement entre la stratégie et la RSE. Puisque voilà, si on travaille pas sur la qualité de vie au travail, potentiellement derrière, en termes de stratégie aussi, ça va avoir des impacts sur je sais pas, les salariés par exemple qui ont envie de rester, si je reste sur cet exemple-là. Comment déterminer ces enjeux? Je vous propose trois clés pour venir déterminer vos enjeux. Il existe des référentiels internationaux. Donc, je vous ai mis deux exemples. Il y a un référentiel qui s'appelle le SASB qui s'appuie notamment sur un travail réalisé par l'Organisation internationale qui gère la partie réglementation financière, en lien notamment avec les travaux pardon, qui ont été faits sur la CSRD et qui donnent du coup des enjeux clés par secteur. Et on retrouve pareil, un petit peu dans la même logique, des référentiels intéressants autour du MSCI qui donnent aussi, en fonction des secteurs d'activité, des piliers, voilà, des piliers et en tout cas des enjeux qui peuvent être intéressants. En tant qu'organisme de formation, voilà, on va avoir des choses assez, j'imagine, communes qui vont revenir, mais on peut avoir des choses sur voilà, la montée en compétences des salariés, par exemple. On peut avoir des choses sur, je sais pas, la sécurité des salariés. Pareil, si on est sur un organisme de formation, on se déplace beaucoup. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de choses autour du social, mais en lien avec, par exemple, les déplacements des salariés, on peut imaginer aussi un enjeu sur tout ce qui est mobilité, j'ai envie de dire douce, en tout cas réduire notre impact carbone en lien avec la mobilité. Ça peut être un enjeu aussi pour des organismes de formation. Voilà, et donc après, d'autres techniques pour venir identifier ces enjeux. On peut venir regarder les thématiques qui pourraient être affectées par l'entreprise, tout ce qui est changement climatique, biodiversité, inclusion sociale. On pourrait imaginer des choses autour de l'ancrage local, par exemple, aussi pour un organisme de formation en fonction de notre périmètre d'intervention. Et puis, on peut également aussi venir consulter des parties prenantes, j'ai envie de dire, externes, type un peu des experts du domaine qui, voilà, peut-être ont déjà aussi réalisé un dialogue parties prenantes. Voilà, c'est aussi possible de regarder ce que font les confrères, les concurrents, pour aussi s'inspirer de quels seraient, pour moi, pour mon entreprise, les enjeux qui seraient intéressants à traiter. L'idée, par la détermination de ces enjeux, c'est d'en déterminer environ une dix-quinzaine, grand maximum, qui vont être voilà, ensuite donc des catégories, j'ai envie de dire, voilà, des enjeux sur lesquels on pourra mettre en face des actions en matière de RSE. Donc ça, c'est vraiment la première étape dans le cadre de la mise en place d'un dialogue partie prenante. Je vais y arriver. Donc ça, c'était la première étape. J'enchaîne sur la deuxième étape qui est d'identifier ces parties prenantes. Donc pour identifier ces parties prenantes, je vous propose, je vous rappelle, je vous montre quelques principes, notamment dans le cadre de l'identification. Identifier nos parties prenantes, c'est un travail quand même qui peut être de longue haleine, qui peut prendre un peu de temps. Donc, quand on n'a jamais fait le travail, voilà, faut quand même prévoir un peu de temps pour le faire. En gros, qu'est-ce que c'est les parties prenantes? Vous l'avez dit tout à l'heure un petit peu dans les commentaires. Vous avez notamment cité des grandes catégories de parties prenantes. Voilà, vous disiez les stagiaires qu'on peut avoir dans nos, voilà, les apprenants, le conseil d'administration. Il y avait les financeurs, les coordinateurs, les partenaires sociaux. Tout ça, en fait, ça va être vos parties prenantes qui vont graviter autour de votre entreprise. Mais derrière ces grandes catégories de parties prenantes, ce qu'on aime avoir, c'est un nom, un prénom, parce que finalement, c'est des personnes en troisième étape qu'on va venir interroger. Donc, d'où l'intérêt et d'où l'importance de venir identifier précisément qui on va interroger. Euh,
Je vous propose pour cartographie, donc on parle de cartographie des parties prenantes, une façon de pouvoir les identifier. La première, donc, c'est notamment de les répartir entre parties prenantes internes, externes ou distantes. Donc, en gros, les personnes internes, les parties prenantes internes, c'est plutôt les personnes qui vont faire partie de l'organisation. Les parties prenantes externes, c'est celles qui sont directement en lien avec l'organisation. Donc, je vous ai mis des exemples, mais à chaque fois, il peut y en avoir d'autres, les clients, les fournisseurs. Et puis, les parties prenantes distantes qui sont indirectement en lien avec l'organisation, mais qui, malgré tout, hein, on est d'accord sur les parties prenantes, on est des personnes qui peuvent avoir un impact sur mon organisation. Donc, voilà, je suis un OF et je suis implanté dans un territoire ou, je sais pas, dans une pépinière d'entreprise, par exemple, j'ai mes locaux dans une pépinière d'entreprise, bah, peut-être que les autres entreprises qui sont dans les mêmes locaux que moi, et ben, ça peut être des parties prenantes, puisque, bah, je sais pas, si elles décident de réserver la salle de réunion dont moi j'ai besoin une fois tous les lundis, et elles prennent ma place, bah, potentiellement ça peut avoir un impact sur mon activité. Donc, vous voyez, c'est des parties prenantes distantes, mais qui peuvent avoir un impact aussi sur l'activité. Donc, deuxième étape, pardon, identifier ces parties prenantes. Je vous mettrai dans le support qu'on vous partagera à la fin des questions clés pour venir identifier ces parties prenantes, voilà, qui peut être affecté positivement, négativement par les décisions de mon activité, tous les enjeux sont-ils représentés par les différentes parties prenantes, est-ce qu'il y a des représentants de la nature, de la société civile, qui seraient désavantagés si il était exclu du dialogue dans le cadre de la démarche RSE. Bref, le but, c'est voilà, d'identifier un panel de parties prenantes, de personnes qui vont représenter votre activité, en essayant de ne pas en oublier, hein, c'est ça qui peut être difficile, en tout cas qui peut poser difficulté, et tout en n'en identifiant pas trop, parce que vous imaginez bien que si vous identifiez, je pense qu'à Nicomac, on avait identifié une cinquantaine de parties prenantes, c'est déjà pas mal. Après, potentiellement, c'est des personnes qu'on va aller interroger, donc on va aller interroger un échantillon de ces personnes-là. Voilà. Voilà, pour catégoriser aussi ces parties prenantes, on peut se dire, on peut utiliser une matrice collaboration-influence en se disant bah, quelle est la capacité à collaborer de mes parties prenantes, à quel point elle a envie de collaborer avec moi, et puis quelle est son influence, à quel point la participation de cette partie prenante, elle est cruciale pour la mise en place alors mon projet, je dirais plus global, de ma démarche RSE. Donc ça, c'est une étape très importante. Et ensuite, on peut ressortir avec un travail un peu de ce type-là, qui est une cartographie qui s'appelle une cartographie des parties prenantes. Voilà, vous voyez là, on a identifié en gros un peu les grandes catégories de parties prenantes. Donc là, ils ont fait concurrents, fournisseurs, sous-traitants, clients, consommateurs, etc. On peut imaginer les catégorisations différentes. Il y a des catégorisations qui existent entre prenantes primaires et secondaires. Enfin voilà, on peut imaginer des choses assez variées sur ce sujet-là. Et derrière, bah, voilà, c'est un travail qu'on peut mettre en valeur aussi, par exemple, par la suite. Si on fait un rapport RSE, c'est un travail qu'on peut mettre en avant dans notre rapport RSE, par exemple. Donc voilà, ça c'était sur la partie 2. Donc en gros, j'ai identifié mes enjeux, ensuite j'identifie mes parties prenantes et maintenant, étape clé, je vais aller les interroger, mes parties prenantes. Et c'est là où, du coup, prend sens un petit peu, bah, voilà, l'objectif de ce webinaire-là, c'est de se dire, bah, finalement, à quoi ça va servir de dialoguer avec mes parties prenantes? Qu'est-ce que je vais en faire du fait d'avoir interrogé mes parties prenantes? Donc, voilà, cette étape 3 est assez cruciale. Donc, dans cette étape 3, le but, c'est d'aller interroger ces parties prenantes. Donc, on peut avoir différentes modalités pour venir interroger ces parties prenantes que je vais vous partager juste après. Le but, derrière ça, c'est de venir comprendre les impacts de l'organisation, de l'entreprise sur les parties prenantes et de venir identifier leurs besoins. Pour identifier notamment leurs besoins et pas partir, j'ai envie de dire, d'une feuille blanche,
L'objectif, en tout cas, nous, ce qu'on préconise, c'est notamment utiliser les enjeux que vous avez définis, vous voyez, en étape 1. Donc ça va être, c'est pour ça que c'est important d'abord définir les enjeux et de notamment venir les faire prioriser ces enjeux. Parce que une fois qu'on aura priorisé, ça nous permettra de savoir sur quelles actions il faut travailler et mettre notre énergie, notre budget, notre temps en priorité. Je vous repartage juste cette slide en se disant que vous voyez, c'est une étape qui peut demander de l'énergie, pareil. Par exemple, à peu près une cinquantaine de parties prenantes qu'on avait identifiées à Nicomac, on a interrogé, si je dis pas de bêtises, 20 personnes, 20-25 personnes. Donc, c'est déjà un travail quand même long parce qu'il faut contacter les parties prenantes. Il faut qu'elles soient plutôt d'accord pour pouvoir nous répondre. On a plutôt organisé ça sous forme de questionnaire, d'entretien, voilà, puisqu'on peut avoir plusieurs modalités. Mais donc, voilà, d'entretiens qui prennent environ 45 minutes. Donc, 45 minutes fois 20. Vous imaginez que ça prend quand même pas mal de temps. Moi, ce que je vous conseille, si vous avez jamais mené de dialogue partie prenante, c'est que pour une première fois, alors ça dépend de la taille de votre organisme, mais c'est déjà dans un premier temps de venir interroger, j'ai envie de dire, entre 5 et 10 parties prenantes. Ça peut déjà être une bonne première étape pour débuter. Comment est-ce qu'on les interroge, du coup, ces parties prenantes? Je vous propose trois modalités de dialogue avec les parties prenantes. Une première modalité qui est l'entretien individuel. Donc, à chaque fois, je vous ai mis un petit peu les avantages et les inconvénients de chaque modalité. Entretien individuel qui permet vraiment d'avoir des retours, j'ai envie de dire, qualitatifs, parce on peut recueillir des verbatims, on peut c'est pour avoir fait pas mal d'entretiens à la fois pour des entreprises qu'on avait accompagnées et aussi pour Nicomac en interne, c'est assez riche parce que voilà, ça permet de faire du lien avec, par exemple, nous on travaille aussi avec des personnes indépendantes, donc ça permet de faire du lien avec ces personnes indépendantes et voilà, de parler un petit peu de l'activité de Nicomac. C'est aussi une façon, quand on est plutôt avec des clients, de montrer par exemple aux clients ce qu'on a mis en place en interne en matière de RSE. Voilà, c'est assez chouette comme échange. En sortant un peu du côté, vous voyez, business, par exemple, qu'on pourrait avoir aussi si on est plus un client, on est dans une relation plutôt commerciale, par exemple. Voilà, donc c'est par contre long et puis ça demande quand même pas mal de préparation, de bien préparer les questions notamment. Ça, c'est une première proposition. Deuxième proposition, c'est d'organiser ce qu'on appelle des focus group. En gros, c'est l'idée de venir rassembler, par exemple, ça se fait pas mal sur des salariés. On rassemble des salariés, donc soit tous les salariés si on n'est pas trop, soit des managers, par exemple, ou soit une partie des salariés. Et le but, là, c'est au regard, pareil, des enjeux qu'on a définis par ailleurs en étape 1, de venir donner un peu une tendance sur les enjeux à prioriser, ça demande quand même de venir animer quand même un temps, donc voilà, il faut être en capacité aussi de pouvoir animer ce temps-là. Donc voilà, ça c'est la deuxième proposition. Et la troisième proposition, c'est plutôt du quantitatif, c'est des questionnaires écrits. Là, l'objectif, c'est plutôt d'envoyer en grand nombre les questionnaires et d'avoir, j'ai envie de dire, le plus de réponses possible via notamment un questionnaire où en fait on vient noter les enjeux et une fois qu'on a noté les enjeux, on peut venir aussi commenter chacun des enjeux qui ont été définis. C'est pareil, c'est un peu chronophage dans l'analyse des résultats. Faut bien construire aussi le questionnaire, mais ça c'est aussi un mode qui existe, qui est en tout cas un conseil si vous voulez aussi vous lancer là-dedans, c'est potentiellement de mixer en fait les différentes modalités de dialogue avec vos parties prenantes. Donc ça, c'était pour l'étape numéro 3. On interroge nos parties prenantes. Pour finir sur la partie peut-être étape 4, sur le côté, une fois qu'on a identifié nos enjeux, très bien, on a identifié nos parties prenantes. Maintenant, on les a aussi interrogées et donc de cette interrogation va en ressortir
des éléments qu'on va cartographier sur ce qu'on va appeler notamment une matrice de matérialité. Donc, on va parler de cartographie des enjeux des parties prenantes. Qu'est-ce qu'on met derrière ça? On met cette notion de matrice de matérialité. Alors aujourd'hui, hein, sur construire une matrice de matérialité, il existe donc à la fois ça peut se faire via un Excel par exemple. Donc il faut venir noter chacun des enjeux qui ont été priorisés lorsque vous avez interrogé vos parties prenantes. Et ça peut se faire aussi voilà, il y a des entreprises hein, qui vendent des logiciels qui permettent de faire une matrice de matérialité. Nous, on en a créé un, par exemple, nous en interne aussi, qu'on utilise dans les accompagnements qu'on propose à nos clients. Voilà, l'idée derrière ça, c'est de venir, en gros, prioriser deux éléments, en tout cas noter deux éléments, à la fois donc positionner les enjeux qui ont été exprimés par les parties prenantes et que vous avez définis aussi en amont. Donc on note à la fois d'un point de vue l'urgence qui est ressentie par la partie prenante. Donc vous voyez, on prend en compte à la fois le besoin de la partie prenante, à quel point cette partie prenante, elle a un besoin urgent de voir son enjeu satisfait, enfin, les enjeux qu'elle a notés. Donc, vous voyez, si on a une dizaine d'enjeux, en gros, on va essayer d'en avoir en fonction des notes, hein, et c'est pour ça qu'il faut quand même interroger un petit nombre de parties prenantes, parce que sinon, ça ne sera pas très représentatif. Mais aussi, ce qui est important, l'organisation, nous par exemple en tant qu'organisme de formation, on va venir aussi, je veux dire, noter cet enjeu-là. Donc c'est-à-dire qu'on met en lien finalement l'urgence de l'enjeu pour la partie prenante et également l'urgence, en tout cas le besoin pour l'organisation de traiter cet enjeu. Donc finalement, on fait bien le lien entre à la fois les parties prenantes et l'organisation et finalement la stratégie de l'organisation. Si l'organisation, voilà, elle note de manière très faible, je reprends mon enjeu de sécurité au travail, et que la partie prenante, elle la note haute, bah, finalement, ça va nous faire une moyenne quoi, derrière. Donc, je vous montre un petit exemple pour finir sur qu'est-ce que ça peut donner une matrice de matérialité. Donc ça peut donner ça. Là, notamment, on avait un, deux, trois, on avait une dizaine d'enjeux qui avaient été définis. Et en gros, donc là, sur cet axe-là, on a les parties prenantes externes et les parties prenantes internes sur lesquelles on retrouve du coup qui ont noté les enjeux. Et sur l'autre axe, du coup, on retrouve les décisionnaires. Donc là, c'était un comité de pilotage qui a noté les enjeux. Et vous voyez donc sur cet exemple de matrice, les enjeux prioritaires qui ressortent sont la santé et la sécurité au travail et la qualité de vie au travail, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie et la maîtrise de l'impact environnemental. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire que l'objectif, ce sera de venir travailler en priorité. Par exemple, j'ai fait mon dialogue fin 2024, en gros sur l'année 2025, mon objectif, ça sera de travailler particulièrement sur ces trois enjeux et donc au regard de ces trois enjeux, de définir finalement un plan d'action. Plan d'action que vous pouvez, hein, qui est intéressant aussi, et c'est ça, à ça que nous permettent, à ça nous servent aussi le dialogue avec nos parties prenantes, plan d'action qu'on peut venir aussi définir avec nos parties prenantes. Typiquement, ça va être notre étape 5 pour finir, hein, une fois qu'on a notre matrice, c'est de venir engager nos parties prenantes. Une fois qu'on a dialogué avec elles, en gros, on a cartographié la matrice, on a la matrice de matérialité et on leur a renvoyé en leur disant, voilà un petit peu les résultats qui sont ressortis. Ça peut être intéressant de continuer le dialogue, j'ai envie de dire, en les engageant et en gros, en leur proposant, je sais pas, par exemple, des ateliers de travail. Typiquement, ça se fait très bien je sais pas, on a interrogé des salariés, et on demande aux salariés quelles sont leurs idées d'action par rapport aux enjeux qui sont ressortis comme prioritaires. Voilà, on peut le faire aussi avec des clients, avec des partenaires. Enfin, vraiment, on peut l'imaginer de plein de façons différentes pour faire en sorte, voilà, que on continue à travailler avec nos parties prenantes
sur à la fois des aspects pour certains business, mais aussi sur des aspects potentiellement sociaux et environnementaux. Et donc là, on retrouve finalement bien le lien entre notre stratégie d'entreprise et aussi les besoins des parties prenantes qu'on met en lien pour venir créer notamment des actions RSE qui normalement du coup ont du sens et qui vont voilà, plus on implique ce qui ressort dans une démarche RSE qui fonctionne et dans les accompagnements qu'on a pu faire également, ça fonctionne bien quand voilà, un maximum de personnes sont impliquées et que aussi potentiellement la direction porte aussi pas mal le sujet pour le coup, quoi. Voilà un petit peu là-dessus. Et voilà, après j'ai terminé. Merci Juliette. Il est 9h49, c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup, c'était hyper clair. Juste une petite réaction, c'est vrai que dans les parties prenantes, je n'aurais pas du tout pris en compte les concurrents. Ouais, Et tout à fait. effectivement, c'est un aspect quand même qui est assez intéressant. Oui, tout à fait. On a tendance à les... C'est la partie Oui, prenante qu'on peut avoir tendance à oublier. oui. Est-ce que quelqu'un souhaiterait poser une question? Que quelqu'un veut se lancer? Non, a priori, c'était très... Ah, Mélissa, allez-y. Vous pouvez désactiver votre micro. On vous entend pas, hein? Non. Non, on ne vous entend pas. Vous pouvez l'écrire si vous préférez dans le chat. Ou alors vous déconnez. Ah là, Allez-y. ça a l'air de marcher. Vous m'entendez? Oui, Ouais. Ok, désolée. pas de problème. Déjà, merci pour la présentation. C'était super bien ficelé. J'ai une petite question. Je voulais savoir si vous avez des guides à nous proposer pour nous aider à mettre en place ce dialogue, cette démarche, sur Word ou Excel, ce genre de... Alors, moi, j'en ai pas Ça forcément nous aider à structurer ça, de quoi. guide à proprement parler. Hélène, peut-être quand même, je trouve que le guide que vous avez fait au niveau de De la l'EDEC? branche, il peut quand même être structurant parce que j'en ai pas parlé, mais avant potentiellement de se lancer aussi dans un dialogue partie prenante, ce qui est intéressant notamment, c'est de venir faire un diagnostic des actions RSE qui sont déjà mises en place dans la structure. Et en faisant ce diagnostic, on va se rendre compte potentiellement que peut-être qu'avec les salariés, on a déjà beaucoup d'actions RSE qui sont mises en place. Donc ça, je pense que ça peut être déjà un bon élément. Euh, et après, moi, pour le coup, j'ai pas de guide spécifique, à part voilà, les ressources. Je peux mettre des ressources complémentaires dans les slides, mais j'ai pas de guide spécifique sur le sujet. Donc Il y a un il y a un comment... guide qui est partagé, ouais. Ouais, il y a un commentaire de Claire. L'ORSE, un super guide sur le dialogue avec les parties prenantes, mais ce n'est pas sectoriel, c'est juste, enfin, c'est assez généraliste. Ok. Je vais regarder si je le trouve, et puis dans ce cas-là, quand on va vous envoyer le support de Mm, communication, je vous remettrai les livrables de l'EDEC, donc avec mm, effectivement cette fameuse fiche autodiagnostic, et mm. j'essaierai aussi de retrouver le guide de l'ORSE. Stan, tu avais une question? Non, c'était pas vraiment une question, mais c'est vrai que les guides qui sont présentés par Acto dans le cadre de l'EDEC sont quand même Mm. plutôt bien faits. Alors, ils sont pas faciles à trouver sur le site. Et puis, là, on voulait se lancer en équipe pour écrire, pour répondre Alors, c'est pas un questionnaire, c'est je sais plus comment ils appellent ça, une évaluation de notre De votre structure, ouais. ouais, des structures au niveau de la RSE. Mais Ok. je crois que comme ils se sont fait hacker, je crois Ah qu'on n'y oui, a c'est plus vrai. accès Oui. maintenant. Alors, Alors, je crois que c'est à nouveau en ligne, ouais. Il me semble que c'est peut-être à nouveau en ligne c'est depuis hyper quelques jours. compliqué de Ouais. trouver sur le site d'Acto. Donc, Mm. c'est peut-être pas mal, c'est d'envoyer un lien. Et après, je ne sais pas où ils en sont de leur hacking, mais en tout cas, la page est plus disponible pour pouvoir remplir ce questionnaire qui Ok. permet de servir de base quand même pour mettre en place une politique RSE derrière. Ok. Il y a Je une vais les question renvoyer. dans... Ouais, Pardon, je vais les vas-y. renvoyer. Alors Ouais. sur le site Acto, je crois qu'il y a vu qu'il couvre plusieurs branches professionnelles, il faut choisir la branche des OF et normalement vous tombez dessus directement. Mais je vous renverrai la liste des livrables de l'EDEC.
Il y a une Et question oui, dans le chat. Concrètement, comment mobilisez-vous les parties prenantes pour qu'elles prennent le temps de répondre aux enquêtes et s'engagent dans le dialogue? Donc concrètement, nous, ce qu'on fait, c'est que pour venir interroger les parties prenantes, on demande à chaque consultant de venir identifier 5-6 parties prenantes avec qui elle a travaillé dans l'année passée. Donc clairement, hein, pour le coup, là-dessus, on identifie quand même des personnes avec qui on a un lien fort. Je pense à des parties prenantes, notamment des clients, avec qui on a effectivement quand même l'habitude de travailler parce que le client pour qui on a vendu une formation, j'ai envie de dire, une seule journée et qu'on ne revoit pas, ouais, on est d'accord que ça va être plus compliqué de le mobiliser. Et donc, une fois qu'on a en fait cette liste-là de parties prenantes, en fait, on fait des modèles de mails, on envoie des mails et tout simplement on relance les mails. Et il y a des années où on a interrogé moins de personnes parce que voilà, la période peut-être s'y prêtait moins, il y avait des congés et tout ça, mais voilà, ça nous est arrivé aussi de passer des coups de fil pour aussi faire en sorte que ces personnes soit répondent au questionnaire si c'était un questionnaire, soit nous on fait plutôt des entretiens en interne à Nicomac. Donc on prenait le temps de les appeler pour voilà, caler un rendez-vous avec elles. Et dans les accompagnements que j'ai pu faire, pareil, ouais, c'est quand même pas mal de relances pour le coup pour venir mobiliser les parties prenantes. Et ce qui est intéressant, c'est pareil, une fois qu'on l'a fait une année, en général, les gens, ça leur plaît quand même plutôt bien. Ils sont plutôt, voilà, ils trouvent la méthode plutôt intéressante. Ils sont contents une fois qu'ils sont engagés. Et donc, c'est des personnes qui, voilà, l'année prochaine, on vient les ressolliciter, qui sont du coup à nouveau plutôt partants. Même si, hein, ce que je conseille dans le dialogue partie prenante, si on le fait par exemple tous les ans, c'est de venir essayer de varier d'année en année, de changer aussi les parties prenantes qu'on interroge, parce qu'on est d'accord que une partie prenante, ça va être aussi un point de vue. Donc voilà, le but aussi, c'est de varier ces parties prenantes qu'on va interroger. une autre question, Juliette, de Raphaël. Est-ce pertinent que ce soit la direction qui interroge les parties prenantes? La relation hiérarchique ne peut-elle pas représenter un blocage? Alors, ouais, non, moi, je suis plutôt, je trouve ça plutôt bien que ce soit pas la direction qui interroge les parties prenantes. Peut-être qu'on peut dire qu'il y a certaines parties prenantes, si vraiment, voilà, je pense peut-être à des clients spécifiques ou des partenaires qui n'ont lien que avec la direction, à ce moment-là, peut-être que c'est la direction qui les interroge. Mais sinon, enfin, nous, dans ce qu'on peut voir dans certaines organisations, s'il y a un pôle RSE, c'est plutôt ceux qui sont en charge de la RSE qui s'en occupent. Donc, c'est pas forcément des personnes qui font partie de la direction. Et nous, à Nicomac, plutôt en interne, on est plutôt sur une logique management aplatie, j'ai envie de dire, horizontale. Et donc, en fait, chaque année, c'est un binôme qui est en charge de faire le dialogue partie prenante. Donc, ce binôme, il tourne chaque année. Et donc, ça fait que ce sont voilà, des collègues, j'ai envie de dire, lambda, entre guillemets, faut être un petit peu formé sur le sujet, mais qui mènent les entretiens. Et puis, des fois, même, ça nous arrive de nous répartir les entretiens, en fait, même si on n'est pas dans le binôme de pilotage du dialogue. Parce que en fait l'entretien il tombe un jour où la collègue qui est sur le pilotage du dialogue, elle est pas dispo quoi. Donc je trouve que c'est d'autant plus intéressant pareil si dans la démarche sur notamment les questionnaires, de toute façon une fois que le questionnaire est fait, j'ai envie de dire c'est assez simple en fait, il faut suivre dans l'entretien, on suit le questionnaire qu'on a créé hein, tout simplement si on fait un entretien. Euh, je trouve ça chouette aussi que les salariés puissent être impliqués parce que ça, par la suite, ça leur permettra de voir que ils peuvent aussi être amenés à, à mettre en place des actions dans la démarche RSE, quoi. Voilà. Vous êtes combien chez Nicomac? On est 30, mais on l'a eu fait sur des plus petits échantillons, hein, pour le coup. Avant, on n'était pas 30, on était une dizaine et on interrogeait moins de personnes, quoi. Une autre question de Tristan. À la suite de ça, comment peut-on suivre efficacement l'évolution des indicateurs clés KPI? Donc, Tristan, vous dites par rapport aux indicateurs qui sont définis sur les projets RSE ou c'est décorrélé des projets? Je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Ok. En gros, une fois qu'on a défini nos enjeux qui sont prioritaires, en lien avec nos enjeux, on définit des actions et c'est sur ces actions-là qu'on définit des indicateurs. Comment les suivre efficacement?
honnêtement, là-dessus, je trouve que c'est un petit peu ce qui est un peu plus compliqué parce qu'on peut avoir tendance enfin, si on a beaucoup d'actions RSE, typiquement, ça peut commencer à être un peu compliqué avec des Excel où on fait que du reporting sur les actions qu'on a faites en disant, bah là, on a bien atteint l'indicateur qu'on s'était fixé. Nous, à titre d'exemple, ce qu'on a fait, du coup, notre démarche, une fois, on l'a fait au niveau global Nicomac, et après, on la décline dans chacun de nos bureaux. Donc, au regard des enjeux prioritaires qui ressortent, on dit dans chacun des bureaux, en gros, quelles actions on va mettre en place. Donc, on a 3 bureaux, et c'est par bureau, du coup, qu'on suit l'évolution des indicateurs qu'on s'est fixés en lien avec les actions qu'on s'est fixées par bureau. Donc, on peut avoir une logique géographique, ça peut être une logique aussi par service, si on a des services. Ça peut être les responsables de chaque service qui suivent les indicateurs liés au plan d'action RSE. Ça peut être une logique plutôt, si on a même un responsable RSE, bah, c'est plutôt le responsable RSE. Donc, il y a différentes. Et puis, on peut mixer hein, aussi ces logiques-là. Ça répond bien à votre question, Tristan. Est-ce qu'il y a... Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il est 10 heures. Ok, je vais arrêter l'enregistrement. Bah, merci à tous. Merci Juliette, c'était très clair. Je vous propose qu'on se retrouve en mai. Je ne connais plus la date, mais vous avez dû forcément la recevoir.